Tout cela, c'est le même crime. Pour Éric Zemmour, ce crime a des coupables précis. Bruxelles, Berlin, Paris, ces élites qui auraient désarmé l'Europe et livré la France aux États-Unis. Il accuse une Union européenne sans défense réelle, des États dépendants des F-35 américains que Washington peut éteindre à distance, et des dirigeants qui auraient menti sur une paix éternelle pour justifier notre faiblesse. Dans son scénario, les États-Unis pourraient jusqu'à acheter le Groenland pendant que les Européens, impuissants, se contenteraient de protestations symboliques. Il dénonce aussi la religion de l'ouverture, ouverture commerciale face à la Chine, ouverture aux géants numériques américains, ouverture énergétique au gaz russe. Au cœur de son propos, une idée brutale. La France serait à la fois militairement échantillonnée, économiquement fragilisée et stratégiquement dépendante. Alors, simple provocation ou diagnostic glaçant sur l'effondrement de notre souveraineté, c'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Nouveau dans l'histoire des États-Unis, c'est ça que je veux vous dire. Bon. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'il faut affronter les États-Unis? Est-ce que l'Union européenne doit s'interposer? Alors, d'abord, moi je ne connais pas l'Union européenne pour ça. Excusez-moi, l'Union européenne n'a aucune compétence en matière de défense. Ce sont les pays européens. Manifestement, le Danemark nous appelle à l'aide. Et manifestement aussi, M. Macron, qui veut toujours montrer l'existence d'une solidarité et d'une souveraineté européenne, se met en avant. Je rappelle, et M. Macron n'est peut-être pas rancunier, il y a quelques années, quand il avait parlé de mort de l'OTAN, il avait voulu essayer de distendre le lien entre les États-Unis et les pays européens, Madame Frederiksen, la première ministre du Danemark, avait dit « Nous serons toujours plus proches des États-Unis que de la France. » Elle a l'air malin maintenant. Je rappelle aussi que les Danois, comme la plupart des autres Européens, à part les Grecs, ne nous ont pas acheté de Rafale. Ils ont préféré acheter des F-35 américains. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec leurs F-35? Vous savez que les F-35, les Américains gardent la clé numérique. Et que donc, si ils veulent se servir de leur F-35, les Américains coupent. Et il n'y a plus d'avions. Voilà, ça, c'est la fameuse défense européenne. Non. Ça n'existe pas. Tous ces gens-là, les Allemands, les Italiens, les Danois, on pourrait les prendre tous, je vous dis à part les Grecs, ont acheté des F-35. Donc ils sont dans la main des Américains. Et vous voyez ces gens se battre contre les gens qui leur ont fourni leurs armes? Moi, j'ai jamais vu ça. Donc je ne pense pas. Je peux me tromper, on verra bien, mais en tout cas, c'est pas le plus probable. Le plus probable, pour moi, c'est que les Américains vont acheter les habitants du Groenland. Je crois qu'il y en a 56 000, 57 000. À 100 000 euros par personne, ça ne va pas les ruiner. Oui. Et il y aura un référendum qui entérinera ça, et le Groenland appartiendra aux États-Unis. Voilà comment je vois l'avenir. Et les Européens ne pourront rien faire et ne voudront rien faire au-delà de gesticulations. Il n'y aura pas de guerre entre les pays européens et les États-Unis. Ça n'existe Bien pas. sûr. Mais au-delà de ce que ça dit de la faiblesse européenne dans les rapports de force, est-ce qu'il y a une lecture par rapport à Trump, à un retour de l'interventionnisme, d'un impérialisme américain? Je crois que je vous ai répondu. Oui, il y a un retour à la doctrine Monroe. Parce que Trump fait une analyse de zone d'influence. Les États-Unis n'ont plus les moyens d'être le gendarme du monde, et donc il verrouille sa zone d'influence, et il laisse aux autres, on va voir ce que ça va donner, leur zone d'influence. C'est un partage classique dans l'histoire du monde, je le répète. Nous avons fait ça pendant des siècles. Et alors comment faire autorité justement quand on est la France dans ce genre de schéma? Cher, là, vous partez dans un sujet autre. Là, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Tout simplement parce que depuis 30 ans, on s'est désarmé et que donc nous avons une armée excellente par ailleurs, mais qui est, je disais tout le temps ça pendant la campagne présidentielle, qui est échantillonnaire. C'est-à-dire que nous avons de tout un tout petit peu. Donc même quand nous faisions nos expéditions en Afrique, nous avions 3 jours de munitions. Et au bout de 3 jours, nous demandions des munitions à qui? États-Unis. Oui. Nous demandions des satellites pour nous donner les images à qui? Aux États-Unis. C'est comme ça. Nous nous sommes mis dans la main des États-Unis. Je vous ai dit, le crime, je dis bien le crime, ce n'est pas le seul, on va y reparler, mais le crime des Européens, des dirigeants européens et des dirigeants de l'Union européenne, c'est d'avoir fait croire
que cette période exceptionnelle que je vous ai décrite tout à l'heure allait durer toujours. Et que donc, on pourrait se désarmer, se mettre complètement dans la main des Américains qui seraient nos protecteurs et sans aucune conséquence. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on a fait la même chose avec le gaz russe. À partir du moment où on s'est mis à acheter du gaz russe qui est beaucoup moins cher, on savait qu'il y aurait une dépendance par rapport aux Russes. Bon. C'est comme ça, c'est la loi des rapports entre les nations. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est le monde des bisounours, d'ailleurs, c'est votre réaction au Venezuela. Je me suis amusé avec ça parce que vous avez compris maintenant que je vois les réactions de la classe politique, tout parti confondu quasiment, comme des réactions de bisounours. C'est droit international, mais encore une fois, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, les rapports de force ont toujours existé. Donc il faut prendre acte. Donc vous me disiez, qu'est-ce que doit faire la France? D'abord, se renforcer. S'armer, je l'avais dit pendant l'élection présidentielle, augmenter nos armes, nos effectifs, etc. Et surtout, avant tout, mais on va revenir à cette question, j'imagine, plus globalement, rétablir la puissance de la France. Pas seulement militaire. La puissance économique, la puissance rétablir l'ordre dans les finances, rétablir l'ordre dans la rue, arrêter l'invasion migratoire, rétablir l'école de l'excellence qu'on a eue. Vous voyez, réindustrialiser, c'est tout ça qu'il faut faire. D'abord s'occuper de nous. Arrêter de donner des leçons aux autres. On n'a plus les moyens de donner des leçons aux autres. D'abord s'occuper de nous, rétablir notre puissance, rétablir notre force, arrêter l'invasion que nous subissons, la colonisation que nous subissons par la civilisation islamique, réindustrialiser, remettre l'école comme elle était. Vous voyez, ça oui, il faut faire ça. Et évidemment, renforcer notre armée. C'est un ensemble. Quels sont les autres crimes dont vous parliez? Des crimes des Européens? Les autres crimes des Européens, c'est très simple. En fait, ils partent tous de la même idéologie, qui est l'idéologie des dirigeants européens, encore une fois, à Bruxelles, à Paris, à Berlin, vous voyez, dans les grandes capitales européennes, même à Londres, qui est celle de l'ouverture, j'appellerais ça. L'ouverture commerciale, le libre-échange, absolu. Je ne suis pas contre l'échange, hein. Le libre-échange entre pays qui ont les mêmes salaires, les mêmes conditions économiques, c'est bien. Vous voyez, je ne suis pas contre, je ne suis pas dogmatique. Bon. Mais le libre-échange avec des gens qui ont des salaires misérables et qui, en plus, subventionnent à tout va, comme font les Chinois, c'est injouable. Donc, l'ouverture commerciale, qui va ruiner l'industrie européenne. Là, la machine de surproduction chinoise est telle que dans l'automobile, même dans l'automobile, l'industrie allemande va s'écrouler. C'est inouï dans l'histoire. Les Allemands commencent à le comprendre. Et toutes les autres industries, c'est la même chose. Donc, 1. Ouverture commerciale. 2. Ouverture migratoire. Largement aussi, frontières ouvertes pour que les dizaines de millions de gens qui viennent d'Afrique puissent envahir l'Europe et la coloniser, puisqu'ils imposent leur mode de vie et leur civilisation. Ça s'appelle une colonisation. 3. Donc ça donne la soumission à la Chine industrielle et commerciale. 2. Ça donne le grand remplacement, avec un grand remplacement de population. Et 3. La soumission numérique, puisque les Européens ont accepté les puissants GAFA américains. Et on pourrait rajouter la 4e, c'est la dépendance au gaz russe, vous vous souvenez, puisque l'Allemagne a tout fait pour marginaliser, pour ostraciser, pour finalement réduire la puissance nucléaire de la France avec EDF. Tout cela, c'est le même crime, vous avez compris. Tout ça, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture large, le sans-frontiérisme. C'est la même idéologie. Le mondialisme, comme disent d'autres. Vous voyez, tout ça, c'est la même idéologie. Donc, il faut désormais prendre l'exact contre-pied de cette idéologie. Et donc, mettre des protections partout. Protection commerciale, faire un vrai protectionnisme, lutter contre les manœuvres de dumping des Chinois en particulier. Deuxièmement, réindustrialiser en imposant une préférence européenne dans les achats, dans les commandes publiques, ce que font les Chinois et les Américains. Ils achètent chinois, les États chinois et les États américains, l'État américain achète chinois et américains. Nous n'achetons pas européens. Notre État, nos États
au nom de la concurrence. Non, il faut arrêter ça. Troisièmement, ça ne va pas vous étonner, arrêter l'immigration, toute immigration, c'est-à-dire l'immigration familiale, l'immigration de droit d'asile, il faut sortir de la Convention de Genève, il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut arrêter l'immigration familiale, il faut arrêter l'immigration étudiante, en particulier celle qui vient d'Afrique du Nord et noire. Il faut arrêter en fait l'invasion musulmane. C'est ça l'essentiel de notre enjeu aujourd'hui.